J'ai eu envie dans cet épisode de partager avec vous quelques méthodes du quotidien de vie japonais. L'idée de la soft life n'est ni bonne ni mauvaise, il faut savoir aussi que c'est devenu une trend. Si on retrace un peu l'essor de cette trend du soft life, c'était plutôt pendant la période de confinement. Je pense qu'on l'a un petit peu tous ressenti, on était enfermés, on avait ce besoin de reconnexion avec la nature, l'extérieur. Et les Américains, ils ont cette espèce de fantasme de la vie à l'européenne, la vie un peu romantique, le sud de la France, la campagne, la nature, tout ce qui est simple, organique et authentique. Le besoin de retourner aux choses plus organiques, plus douces, plus calmes de la vie est apparu face justement à ce rêve américain qui s'amplifie, qui commençait à prendre des dimensions folles avec de plus en plus de rêves de grandeur, de plus en plus de besoin de productivité, de faire plus, d'avoir plus de rêves, d'avoir plus que les autres, plus de voitures, plus de possessions, plus de matérialisme au final. Les Américains se sont rendus compte qu'ils n'appréciaient pas vraiment la vie. Et donc, à partir de là, s'est créé un fantasme sur la vie à la française et la vie à l'européenne. Donc, quand je dis la vie à la française, c'est ce qu'on retrouve chez nos grands-parents dans nos maisons familiales, hein, juste manger en famille, se balader dehors, etc. Donc ça, c'est la trend en tant que telle. Il y a beaucoup de gens qui se sont même désengagés de la vie active, de leur grande responsabilité, de leur statut social, de tout ce qu'ils possédaient, pour embrasser une vie plus douce, moins sophistiquée au final. Ce que moi je vous dirais, c'est que la soft life reste un luxe, parce qu'on peut pas tous se le permettre, on doit tous travailler, on a tous plus ou moins un rythme effréné auquel on peut pas échapper, même si on le voudrait. Donc je ne vous propose pas la soft life ici comme étant une forme de romantisation de votre vie. Je vais vous proposer la soft life comme une manière d'adoucir un quotidien que vous avez déjà. Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves, son travail ou ses ambitions. Il s'agit juste d'abandonner le rythme effréné qui est derrière. De savoir ralentir quand il le faut, de ne pas chasser ce qui n'est pas essentiel, de se détacher de l'idée de vouloir toujours faire plus, être dans la compétition, consommer plus, produire plus, un peu comme des usines, et s'oublier dans tout ça. Cet épisode-là va aussi vous permettre de me connaître un petit peu parce que la culture japonaise fait grandement partie de ma personne. C'est une culture dans laquelle j'ai grandi pendant plus de 10 ans quasiment. Donc c'est une culture que je connais énormément et justement parce que j'ai pu vivre dans plusieurs cultures différentes, dans la culture française, j'ai pu avoir un œil extérieur et donc plus appréciatif de ces valeurs de vie qui sont banales pour les Japonais. À chaque fois que je vais au Japon, c'est un rappel de à quel point la vie peut être belle et douce quand on sait vivre simplement. Jusque-là, j'ai utilisé le mot doux parce que je parlais de la trend du soft life ou du softness, mais je préférais utiliser le mot délicat. Comment introduire plus de délicatesse dans sa vie. La différence, c'est que dans le mot douceur, il y a une connotation à ce qui est sucré, à ce qui est soyeux, à ce qui est doux au toucher. D'ailleurs, en japonais, pour dire doux, on dit amai, donc on parle de amasa. Pour dire doux concernant le toucher ou quelque chose qui a un caractère soyeux, doux au toucher, on dit yawarakai. Moi, je préfère le mot délicatesse, parce que dans le mot délicatesse, on comprend aussi beaucoup la philosophie de vie japonaise. Le mot délicatesse implique la fragilité des choses, une conscience que les choses qu'on manie, qu'on utilise au quotidien, sont fragiles. Et les Japonais, ils sont très réconciliés avec l'idée de fragilité. La fragilité ne signifie pas faiblesse au Japon. Ici en Occident, on a plus tendance à voir tout ce qui est fragile comme étant inutile ou faible, comme quelque chose qui est cassable. Au Japon, c'est l'inverse. Tout ce qui est fragile a beaucoup plus de valeur, est beaucoup plus important et beaucoup plus précieux. Donc on va le manier avec plus de soin, avec beaucoup plus de délicatesse. C'est pour ça qu'ici je parle plus de délicatesse que de douceur, parce que c'est aussi voir que la vie ou la manière dont on traite la vie, les objets, les choses, doit être fait avec délicatesse plutôt que juste de la douceur pour de la douceur, quoi. Le fait d'apprécier la fragilité des choses, l'éphémérité de la vie, de la nature, peut être apprécié dans des concepts japonais tels que le mononaware par exemple, ou dans le mujo, c'est un concept bouddhique qui parle du vide. Ici je vais vous parler plutôt de kizukai. Kizukai est dérivé du verbe kizutsukau. Il est composé du caractère ki, qui est attention ou énergie, et tsukau, qui est apporter ou donner. Donc ça se traduit comme le fait de donner de l'attention ou donner du soin à quelque chose. Le kizukai est un concept de vie qu'on voit dans la société japonaise, dans les comportements des Japonais, dans la vie quotidienne. C'est complètement naturel. Dans les petits gestes au quotidien qu'on a envers nous-mêmes, envers les gens et envers les objets. Écrire des petits mots pour ses collègues ou pour ses amis, des petits post-it, juste des petits mots d'encouragement. Travaille bien aujourd'hui, je t'ai laissé un petit cookie. Je faisais beaucoup ça quand je travaillais
Quand j'étais étudiante, je travaillais à mi-temps dans la bibliothèque du département japonais. Il y avait un tableau, je mettais des fois des petites notes, des petits dessins trop mignons avec des chats. Parce que je savais qu'il y avait d'autres étudiants japonais qui venaient des fois à la bibliothèque. Je leur laissais quelques petits messages d'encouragement pour les révisions, etc. Pour mes amis, je fais ça quand je dors chez une copine ou quand je vois des collègues. Ou pour les fêtes, c'est une tradition qu'on avait ici. Hein. Je sais que les grands-parents, ils aiment encore faire ça, écrire des petites cartes, envoyer des lettres. C'est une habitude qu'on a perdue, que je trouve assez triste. Ici, il ne s'agit pas forcément d'écrire des lettres ou faire des cartes, mais écrire des petits mots. Ça fait partie des gestes au quotidien. Tu laisses un petit mot sur la table parce que tu vas au travail plutôt que ton partenaire. Par exemple, tu dis passe une bonne journée, mon chéri. C'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus organique que juste envoyer un DM ou un message. Il y a plus d'âme en fait dans l'écriture déjà et dans le fait que tu as fait l'effort de prendre un papier, de penser à la personne et de l'avoir mis avec soin. Donc c'est beaucoup plus précieux que simplement envoyer un DM comme tu l'enverrais à un collègue ou un inconnu, quoi. C'est pas seulement ce que les Japonais font pour les autres, c'est la présentation, c'est comment ils te présentent les choses. Ils portent beaucoup de soin aux emballages des choses. Peu importe la personne que vous allez rencontrer, même si elle vous connaît pas, si elle vous offre quelque chose, elle va mettre énormément d'attention et de soin dans l'emballage. Même si c'est un tout petit truc, même si elle t'offre une paire de baguettes, elle va bien l'emballer, elle va faire peut-être un emballage en forme d'origami ou un truc assez artisanal, assez sympa. Quand tu vas chez quelqu'un pour prendre le thé ou pour avoir un petit snack avec ta pote, tu vas pas manger le truc du paquet. Ils vont te le présenter dans une petite assiette, très délicatement, avec une petite fourchette. Donc c'est pour plus apprécier le moment. C'est pas juste un cookie, on n'est pas là pour bouffer, on est là pour apprécier chaque moment et chaque chose qu'on partage dans ce moment-là. Donc c'est vraiment la présentation des choses qui nous fait voir à quel point la personne a conscience de la préciosité ou de la valeur de la chose qui est présentée. Moi, ce que j'adore dans le Kizukai, c'est plutôt dans l'attention portée aux objets, parce que pas beaucoup de gens y pensent et je vois ça beaucoup ici en France, en Europe et en général dans beaucoup de cultures. Surtout quand les gens s'énervent. Pourquoi tu claques la porte? La porte, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ou juste quand tu fais la vaisselle, bim, bam, bam. Même quand tu te sers toi-même, vu qu'on est toujours en rush, on est toujours pressé, on veut toujours faire les choses vite. Tu poses la fourchette n'importe comment. Quand tu bois un verre, tu poses le verre n'importe comment. Allez, pose-le doucement. Comme si t'avais la chose la plus précieuse entre les mains. Même si c'est qu'un tout petit verre et que t'en as 100 en fait. Quand tu manges, mange un peu plus doucement. Pose-toi, assieds-toi. Ne mange pas vite. Quand quelqu'un te donne quelque chose ou quand tu manies quelque chose avec les mains, manie-la avec soin, avec tendresse. N'arrache pas les choses des mains, ne claque pas les objets. Aie conscience que les objets autour de toi, tu t'en sers avant tout. Ils te servent. Donc c'est une forme de gratitude silencieuse que tu témoignes à travers ça. Et la douceur que tu apportes autour de toi est une douceur qui t'est rendue forcément. Tu apprécies beaucoup plus les objets que tu utilises, beaucoup plus les choses que tu fais. Dans le Kizukai, ce que j'aime beaucoup, c'est le respect de la fragilité des choses, l'éphémérité des choses, et cette gratitude tellement tacite qu'on exprime. On n'est pas là avec un gratitude journal dans la déclaration ou dans l'annonce des choses. C'est beaucoup plus réservé, beaucoup plus silencieux et dans un sens c'est beaucoup plus sincère. Donc en conclusion, soignez les présentations même quand vous vous servez un repas, soignez la présentation même si c'est un truc réchauffé ou quoi, mettez des belles assiettes, servez bien les choses, posez l'assiette très calmement, très doucement. Quand vous faites la vaisselle, faites les choses plus doucement. Quand vous tirez la chaise, c'est pas genre allez je tire la chaise doucement. Essayez d'apporter de la douceur dans le maniement des choses et dans la présentation, dans l'attention que vous portez vers l'autre. Essayez de mettre votre touche personnelle, une écriture à la main, comme je vous ai dit, un petit post-it, des petites attentions comme ça, c'est très touchant et ça apporte énormément de douceur dans la vie quotidienne. L'autre concept dont je voulais vous parler, c'est le yutori. Le yutori, pour vous l'expliquer de manière un peu moins générique, un peu plus philosophique et réelle, on va dire, c'est l'espace qui existe entre un moment et un autre. C'est le vide qui s'écoule entre un moment et un autre. Et le fait de s'immerser dans ce vide et de l'apprécier totalement. Je vais vous donner quelques exemples de scènes de la vie quotidienne qui peuvent illustrer parfaitement le yutori. Je pense que c'est la manière la plus simple pour moi de vous l'expliquer pour que vous saisissiez vraiment l'essence du yutori. Le yutori, c'est par exemple le moment entre une gorgée de thé et le moment où tu poses ta tasse de thé. Donc là, j'ai pris une gorgée de thé, je pose la tasse et avant d'enchaîner avec la deuxième gorgée, je reste dans ce moment-là. On peut être très intentionnel aussi avec le yutori, on peut choisir de ressentir le yutori ou le créer avant de s'enfourner dans un rythme effréné de la vie de tous les jours. Par exemple,
Vous le voyez beaucoup dans des scènes d'animé. Ils aiment bien mettre l'accent sur les salles de classe pendant le crépuscule, par exemple, où on entend juste le bruit des cigales, où on voit juste le coucher de soleil, il n'y a personne dans la classe, t'as un personnage principal qui rentre, qui regarde, la salle elle est vide. C'est exactement ce moment-là. Dans les animés, souvent, c'est des moments où le personnage principal il revient pour chercher des affaires ou pour chercher un autre personnage. Vous voyez à quel point le moment il est rallongé. On voit déjà l'ambiance de la salle de classe avant que le personnage y rentre. C'est un moment que vous pouvez prendre, par exemple, quand vous allez au travail, quand vous allez à un endroit où vous allez ponctuellement tous les jours. Par exemple, si tu commences le travail à 9h, tu arrives 15 minutes avant. 15 minutes avant où il n'y a personne, juste pour apprécier le silence de la salle, le vide, il n'y a rien. Regarder peut-être par la fenêtre, faire un tour, boire un café à la fenêtre, sans scroller sur son téléphone, sans distraction, rien. Juste apprécier ce moment de vide. C'est juste pour se reconnecter au moment présent, se reconnecter à ses sens, les réactiver et s'apaiser de l'intérieur. Le yutori, c'est aussi dans les moments, par exemple si vous faites du journaling, le moment où tu as fini d'écrire ta dernière ligne, tu poses le stylo, tu fermes ton journal et tu te poses, juste entre toi et toi-même. Et ça, c'est un moment très profond, très introspectif, surtout quand vous faites du journaling, parce que vous avez fait un travail d'introspection. C'est vraiment une impression de soupir de l'âme. C'est vraiment un soupir intérieur. C'est pas un soupir que tu lâches, genre. Mais c'est vraiment comme si ton cœur est soupiré de l'intérieur et que ça te soulageait. Et c'est très marrant, j'avais fait un shooting avec mon partenaire il y a quelques mois, en argentique, c'était sur le quotidien du couple. Et quand c'est en argentique, en fait, on peut pas voir les photos à l'instant. On peut pas voir si la photo elle est bien ou elle est ratée. Il y a une pellicule, si la photo elle est ratée, tant pis, on récupère juste les bonnes prises, quoi. Déjà, je trouve ça beau parce que c'est vraiment vivre l'instant. Il va être capturé tel quel, en fait. On va voir après le résultat. Donc c'est pas le résultat qui compte, c'est le fait de vivre l'instant. Ça, c'est une chose. Et parmi ces photos, j'ai trouvé une photo où je me suis dit, ça illustre parfaitement le yutori. Je vais vous mettre la photo ici. C'est une photo où on venait de s'embrasser. Et c'est juste le fait que quand tu embrasses ta partenaire, tu t'éloignes doucement ou tu restes juste comme ça, tu respires. C'est comme si tu voulais garder le souvenir de ce baiser-là, de ce moment, un peu plus longtemps en vie. Si vous voyez ma main à côté de la cafetière, on voit que la main, elle tombe légèrement. Il y a un effet de lenteur qui se fait, où vraiment le yutori, cet espace-là, est capturé parfaitement. Vous pouvez aussi incorporer le yutori au réveil. Je pense que c'est le meilleur moment, du moins pour moi, c'est les quelques minutes de réveil, même 3 minutes, au lieu de vous dépêcher, de se brosser les dents, de faire votre matcha latte parfait et tout ça, ou de stresser, de voir ton plan et d'attaquer parce que tu es quelqu'un de successful, tu veux réussir et tout, de pas culpabiliser sur les quelques minutes où tu bois juste un café sans rien faire d'autre. Moi je suis la première, je me culpabilise de rien faire alors que c'est essentiel. C'est pas comme si je restais toute la journée à rien foutre, c'est pas la même chose. Là je prends quelques minutes pour apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Juste quand je me fais mon café le matin, je le bois au calme, après je bouge, après je rentre dans ce rythme de la vie, je commence à faire mes goals, etc. C'est vraiment juste créer un espace de vide entre l'achèvement d'une activité et le commencement d'une autre. C'est vraiment un moment de rupture ou juste la contemplation de l'écoulement d'une activité. Ça, c'était les 2 concepts de vie principaux dont je voulais vous parler dans cet épisode-là. Évidemment, il y en a beaucoup. Je comptais pas faire un épisode très long aujourd'hui, mais il y a quelques autres petits gestes au quotidien que les Japonais ont l'habitude de faire. Par exemple, prendre des bains. Bon, c'est plus facile de prendre des bains au Japon qu'ici, mais boire une bière solo après le travail, moi je bois pas et je vous invite pas à boire de la bière ou quoi forcément, mais juste une boisson qui vous fait plaisir, juste après le travail, pourquoi pas vous la servir dans un verre de vin. C'est ce que moi je fais parce que j'ai pas d'autres verres, mais juste une boisson préférée, un peu méritée, sans que ce soit dans l'excès ou dans ouais, je me fais une pizza, je me fais des cookies ou quoi. Non, juste une petite boisson, ça suffit. Il y a beaucoup la culture de kate ryori, ou la nourriture au Japon qui est très présente. Les Japonais aiment se retrouver entre amis pour bien manger. Ils aiment bien se réunir en famille pour bien manger, pour apprécier la cuisine. Concrètement, ils aiment bien cuisiner pour eux. Même quand ils sont occupés, vous allez voir beaucoup de Japonais qui préfèrent cuisiner chez eux et s'installer et bien servir leur repas, bien apprécier leur repas, surtout en fin de journée. Le fait d'avoir bien travaillé et l'avoir mérité, c'est une forme de récompense pour eux. Bon, vu que je parle de bouffe, je vais vous recommander Samurai Gourmet. Il est sur Netflix, il me semble. C'est un personnage qui a pris sa retraite, un Japonais, et qui va découvrir un peu des restaurants aux alentours,
où il va vraiment apprécier la nourriture. Vous allez voir vraiment, bon, il y a un peu l'âme d'un samouraï qui s'exprime au travers de lui, parce que lui il est timide, il n'ose pas trop s'exprimer et se lâcher sur la nourriture ou quoi. Il y a un épisode qui m'a beaucoup touchée, où il te rappelle un peu ses souvenirs d'enfance, parce qu'il était allé à la même auberge. On voit beaucoup de spontanéité, de lâcher prise, de camaraderie, de vraiment apprécier les moments simples et beaux de la vie. Et la plupart de ces moments-là, ils arrivent autour de la nourriture, hein, même partout dans le monde. C'est juste triste que parce qu'on travaille, parce qu'on est occupé, on prend pas le temps d'apprécier ce genre de moments. Il y a un autre film que je vous recommande, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Perfect Days. Vous allez voir la lenteur du film, la simplicité du quotidien de ce film. Je peux même pas vous spoiler de quoi il parle. Je vous invite vraiment à le voir. Ne cherchez même pas le synopsis, quoi. Regardez-le juste. Tu vas voir vraiment à quoi ressemble la vie. C'est très touchant. Et c'est très inspirant à la fois. Si vous l'avez regardé, je vous invite à m'écrire votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec la culture japonaise ou si vous connaissez ça. Donc ouais, dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi si cet épisode vous a inspiré pour avoir un peu plus de douceur dans votre vie. Moi je vous retrouve au prochain épisode, prenez bien soin de vous, ciao ciao.